Lundi 6 octobre. Mon nom est Martin Simon. Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Marina Bay à Singapour. Et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment vas-tu? Martin, ça va toujours très bien. Toujours très heureux de discuter avec toi de Formule 1 comme à tous les débriefings d'après Grand Prix. Bien oui, ça a été une grosse fin de semaine de sport. Grand Prix de Singapour n'est pas mon favori. Les gens, je vais pas Mhm. essayer de vous faire à croire autre chose. Les gens qui écoutent le F1 podcast depuis un certain bout sont au courant de ça. Mais quand même, ça a été un beau week-end de course. Puis en plus, ben moi, j'ai joint à ça le baseball, là, les Blue Jays. Une victoire de 10-1 samedi, 13 à Mhm. 7 aujourd'hui, dimanche. Donc ça a été une belle fin de semaine de sport. Regardez tout ça là, avec des beaux matchs de baseball, les Yankees au Canada. Puis en plus, il fait super beau dehors. C'était pas Oui, nécessairement le cas à Singapour, là. Il y a eu beaucoup de grosse chaleur, beaucoup d'humidité oui. comme on est habitué avec Singapour. Puis il y a eu un peu de pluie aussi qui est venu gêner ce week-end-là. Pas pendant la course, par exemple, mais c'est venu quand même changer un peu les stratégies des équipes lors du dimanche. Mais avant ça, on va Mhm. parler du samedi. Mais avant ça, on va rappeler à nos auditeurs que le F1 Podcast est une présentation de Descœurs Incorporé, une entreprise qui se spécialise dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en concevoir une ou en réparer une ou en construire une nouvelle, en rendre une plus sécuritaire, peu importe le projet que vous avez qui est en lien avec les escaliers, vous pouvez faire affaire avec Descœurs Incorporé. Ils vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et Kevin, toi, t'es un gars sharp dans la vie, mais t'es pas le seul à être sharp dans la vie. Parce qu'il y a l'entreprise Sharp, une entreprise internationale Oui. qui est spécialisée ben ici dans plusieurs produits, mais ici au F1 Podcast, qu'on parle surtout, c'est de leur spécialité dans les produits HVAC qui permet à leurs distributeurs Norrois CVC non seulement de vous offrir des machines de qualité, mais des machines qui vont aussi vous donner droit à la meilleure subvention du gouvernement, mais aussi une économie directement sur vos factures. Donc, les unités, que ce soit pour les thermopompes, pour le chauffage, la climatisation, donc les machines Sharp distribuées par Norrois CVC vont pas seulement vous aider une expertise avant leur installation, mais aussi après avec un service 5 étoiles Norrois CVC et les produits Sharp. Puis je le disais, oui, la journée de samedi, moi, je me répète, hein, j'ai toujours les qualifications, je trouve ça super intéressant, peu importe le circuit. On a les circuits en Formule 1 qui ne se prêtent pas nécessairement au jeu, ou ce qu'on peut dire, je vais prendre une expression que tu aimes bien utiliser, Kevin, je ne mettrai pas ma main au feu que, sur ce Mhm. circuit-là, on va nécessairement avoir un Grand Prix qui va être grandiose et rempli d'action. Ça, on le Mhm. sait jamais. Même des circuits très intéressants, des fois, peuvent donner des courses spéciales. On ne sait jamais. Ça fait partie du spectacle. C'est ça, c'est Mhm. imprévisible. Sauf que les qualifications, ça, je serais prête à prendre ta main à toi, à la mettre au feu, puis la mienne aussi en même temps, de dire qu'on va avoir des bons spectacles parce que normalement, c'est pas mal partout pareil. Les samedis, ça nous donne une compétition qui est très intense, très relevée, mais surtout très serrée. On avait vu dès vendredi dans les journées d'essai libre que les écarts entre les écuries étaient très petits. Et c'est ce qui s'est transposé, ou pour ne pas dire transbahuté, clin d'œil à notre ami François Goulet, bien sûr, Mhm. euh, qui s'est transbahuté le samedi dans la séance de qualification aussi, où ce que les écarts étaient quand même assez serrés tout au long là, de la Q1, de la Q2, de la Q3. Oui, c'est une septième pole pour Monsieur George Russell, septième pole, même nombre que Jacques Lafitte, pilote français. Écoute, Martin, le tour de Russell, c'était du bonbon. Moi, j'ai Le vraiment premier ou le adoré. deuxième? Et je te dirais les deux. Je te dirais les Oui. deux. Et même que le premier, il est allé frôler le mur à Mhm. l'antépénultième virage. Là, ça a été un peu plus. Puis je me demandais si la jante allait pas débarquer de sa roue arrière droite. Là, Ah, je pense que on a vu le contact. Là. c'était Ça a la été. limite qu'une F1 peut prendre un coup, là. Je peux pas Oui, croire qu'il aurait pu cogner un peu plus fort que ça puis s'en sortir, là. C'était vraiment la limite, là. Mais moi, je oui. croyais, là, Kevin, à la base, que ça serait sa dernière tentative. C'était son premier essai Ah en oui. Q3 où ce qui est allé frapper le mur. Puis Oui. j'étais persuadé, genre, il va pas.
le temps qui est sur le tableau, heureusement, il y avait un méchant bon chrono. Je me dis, Mhm. ce temps-là sur le tableau, il pourra pas sortir, il doit avoir quelque chose de, ou s'il ressort, ben, il pourra pas être aussi compétitif. Puis finalement, il est ressorti puis il a fait .007. Il avait De mieux. quasiment le plus proche d'être identique comme deuxième Ouais. chrono, là. C'était assez impressionnant ce qu'il a fait, là. Écoute, Martin, moi, je me dis, j'ai les mémoires de Lewis Hamilton en 2018 sur Mhm. la Mercedes qui avait fait un tour formidable à Singapour. La Mercedes n'était pas la voiture qui était la plus propice à faire la pole. Il avait réussi ce tour de force-là à aller chercher la pole position. Et Russell a été en mesure d'aller faire un temps incroyable. Et vraiment, c'est tout à son honneur. Tu sais, Martin, on en parlait du fameux qui est le meilleur pilote britannique. On en Mhm. parlait il y a quelques épisodes. Ben Ouais. moi, écoute, avoir un temps comme ça sur un circuit qui est extrême. Moi, je le dis, Singapour, c'est pas mon circuit préféré non plus, mais c'est un circuit qui est tellement exigeant pour les pilotes, Ah compte oui, tenu oui, de la chaleur, compte tenu du peu de pauses que les pilotes ont, parce qu'il y a beaucoup de virages. C'est très difficile. Donc, pour moi, George Russell a prouvé, comme on se l'est dit, qu'il est à mon humble avis, qu'il est le meilleur pilote britannique sur la grille et il l'a démontré ce samedi, en tout cas en qualification avec un temps formidable de 1,2958. moi, là, Singapour, je le dis, là, pour le spectacle, c'est pas l'endroit que je préfère. Pour l'ambiance, bien sûr, les prises de vue, toutes ces choses-là, je trouve ça super intéressant. Mhm, Côté technique, même si la reconfiguration qu'on a fait dans les dernières saisons rend le circuit un peu moins technique, ça reste que l'effet chaleur, concentration, la température à bord du cockpit, en plus que c'est un circuit qui ne pardonne pas, mhm, on va quand même, c'est des hautes vitesses là, à Singapour. Euh, donc tout ça, je trouve ça, tu sais, je le sous-estime pas à cet égard-là. Là. Ça, je trouve ça impressionnant de ce côté-là. Et oui, tu fais bien de le dire, George Russell qui avait comme on pourrait dire une relation amour-haine un peu avec Singapour parce que ouais, c'est un endroit où ce que il a déjà été mordu là. Il a déjà été mordu ouais, en fin d'épreuve où ce que c'est probablement un endroit où ce qu'il aurait dû avoir la victoire. Finalement, c'est Carlos Sainz qui l'avait eu. C'est aussi l'endroit qui l'a mordu vendredi. Donc encore là, pour moi, si tu m'avais dit en début de semaine ou en début de week-end que Mercedes non seulement aurait une voiture sur le podium, gagnerait la course, oh, excusez, je suis un peu loin, là, je suis rendu au dimanche, excuse-moi, mais je veux dire, arrive à signer la pole position plutôt, ouais, et je trouve que c'est quelque chose, il a parti de très loin. Non seulement l'équipe mhm, partait de loin, mais lui aussi en frappant le mur. Oui, on apportait des améliorations du côté des flèches d'argent, mais George mhm, Russell, non seulement, tu le disais, a marqué a fait ce qui est à la hauteur de lui, mais a encore prouvé que c'est lui le meilleur pilote britannique présentement. Lorsqu'on avait posé la question, ça avait fait jaser là, sur la page du F1 Podcast. mhm. On en avait parlé, bien sûr, nous autres aussi dans nos balados, mais beaucoup nommaient Lewis Hamilton. Ça enlève pas les 7 championnats de Lewis, mais on demandait le pilote britannique présentement en En F1. ce moment, ouais. Pour moi, tu sais, on avait mis Hamilton dans le sondage, mais il aurait pu pas être là non plus parce que c'était entre Lando et George Russell. Et malgré que Lando se bat pour le championnat, on peut pas lui donner ce titre-là présentement. C'est vraiment George Russell qui fait mieux. Puis en plus, ça faisait longtemps que Mercedes n'avait pas eu quelque chose à se mettre sous la dent. On reparle du Canada, la dernière pole Ouais. Mhm, de George Russell. mhm. C'était la seule de la saison non plus qui n'était pas une pole McLaren ou Red Bull. Donc à ce moment-là, non, il y a eu Leclerc aussi qui en a eu une pole position. Pour Oui. Ferrari, oui. Ah ouais, pour Ferrari. Mais quand même, tu sais, quand on regarde ça, c'est tout un week-end de George Russell. Mhm. Toujours pas de contrat aussi. Ça, c'est quelque chose que Non. je trouve Mhm. que ça pèse dans la balance aussi de l'exploit, de dire que s'il n'y a pas nécessairement la tête tranquille. As-tu trouvé, toi, qui était spécial tout au long du week-end aussi? Il est pas très expressif, là, même lorsque, tu sais, quand il a gagné, ben, je veux dire, j'en allais encore parler dimanche, mais je veux dire, même à Paul, tu vois qu'il y a quelque chose qui le tracasse où il était très concentré sur ce week-end-là. Mais je trouvais qu'il a l'air d'avoir quelque chose. Même Toto Wolff aussi, à certains moments, c'est moi qui s'imagine des choses où il me semble que le contrat, que ça commence à peser lourd un petit peu, même si on dit que c'est pratiquement fait. Mais je me dis, tant qu'on l'annonce pas, il doit y avoir encore quelque chose qui accroche quelque part, là. Ben, c'est sûr que dans la tête d'un pilote, ça commence à jouer parce que plus la saison évolue et plus ça commence à tarder, et là, le pilote doit se dire, ben écoute, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque Mm. chose que je fais de pas correct et tout? Et là, on arrive sur un circuit qui est, à mon humble avis, le plus difficile de la saison
en termes de pilotage et en termes mental. oui, pour le mental également, parce que c'est très chaud, c'est très humide, c'est très difficile pour les pilotes au niveau de la concentration. Et George Russell fait tout ce qui est possible. Il fait tout ce qu'il peut de A à Z pour s'obtenir un contrat. Il fait tout ce qu'il peut le samedi. Il signe la pole position. Et voilà, moi, écoute, je pense que après ce week-end-là, si George Russell n'a pas de contrat pour 2026 et au-delà, il va falloir commencer à se poser de sérieuses questions parce que, du moins, de ce qu'il a fait en fin de semaine, George Russell, c'est un gros A+. On met la note A+, ça a été parfait. Mais il y a une évolution dans le cas de George Russell. C'est ça qui est impressionnant parce que pendant qu'on regarde un comparatif, par exemple, par Lando Norris, qui semble être en train de stagner dans son développement ou d'avoir plafonné, d'être rendu à son plein potentiel. Puis tu regardes George Russell, puis je serais pas prêt à dire, ah non, il a atteint son plein, ben, il est en train de l'atteindre ou il est peut-être en train de l'atteindre, mais il y a peut-être encore à nous montrer parce qu'il y a vraiment une évolution dans les dernières saisons. Lorsqu'on voit, il a pris beaucoup d'assurance d'être mesuré à Lewis Hamilton. Ça lui a Mhm, donné de la confiance, bien sûr, de le battre. Puis là, tu arrives ben, justement à côté d'un jeune coéquipier comme Antonelli. Il s'est pas assis là-dessus non plus. Il a vraiment levé son niveau de jeu à la Decker incorporée, puis il a mhm. permis d'aller à l'autre niveau, puis de montrer aussi que c'est un leader d'écurie, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Non, c'est ça. C'est pas parce que tu veux l'être ou de dire, ah, si j'étais pilote numéro un ou si j'étais pilote en charge d'une écurie, parce que là, lui, c'est lui qu'il faut qu'il fasse le développement, puis tout. Puis il a même salué le travail d'Antonelli aussi pendant les séances d'essai libre, parce que c'était pas facile ce qu'il y avait eu, fait qu'ils sont été obligés de se baser sur des données que le jeune avait été chercher pour être Mhm, capable de bâtir des réglages pour la voiture. C'est ça. Non, c'est chapeau à George Russell puis à l'écurie Mercedes parce que ça a été tout un. Tu sais, on le voit avec Red Bull des fois qu'on réussit à retourner la fin de semaine complètement de côté entre le vendredi et le samedi. Et là, c'est Mercedes qui le fait. Red Bull, on n'était pas très loin. Max Verstappen, il n'était pas content. Il y avait beaucoup de pneus pour se rendre à la fin. Il y avait deux trains de gomme tendre flambant neuve pour essayer un tour rapide, pour essayer d'aller chercher la pole. Il a été gêné, selon lui, par Lando Norris. On pourrait même dire selon son ingénieur aussi, parce que c'est venu de Jean-Pierre en premier, là, qui a dit tu pourras mhm. remercier ton mate. Je sais pas si t'as attrapé ça au micro Ouais, lorsque que Jean-Pierre a mentionné ça à Max Verstappen, puis son mate, eh bien, c'est Lando Norris, qui sont des ouais. amis à l'extérieur Mhm, de la piste. Lando prenait vraiment son temps là, pour rentrer au puits. J'imagine que c'était de bonne guerre. Est-ce C'était à la limite d'avoir une pénalité ou d'être enquêté ou pour toi? T'aurais-tu aimé ça qu'il y ait quelque chose par rapport à ça ou pour toi c'était juste il y a un mauvais hasard, lui il rentre au puits puis Max arrive en même temps puis avec l'effet d'air sale sur un circuit comme Singapour, ben c'est un peu multiplié. On a tellement besoin d'appui aérodynamique que les voitures sont vraiment, vraiment sensibles à ça. Donc Max en a ressenti quelque chose, mais que c'était pas pour autant de pénalité pour Lando. mhm. Ah, je crois pas que ça aurait été volontaire de la part de Norris. Du moins, Ah, je tu ne penses crois pas? pas. J'imagine que oui. Si à la limite, tu sais que tu prendras pas de pénalité, pourquoi tu te dépêcherais à rentrer au puits? Surtout que tu sais que t'as quoi? T'as le cinquième temps? Mhm. Tu sais, t'as le cinquième temps, tu te bats pour un championnat. Bon, peut-être comme tu dis, peut-être que ça s'est fait juste comme ça, mais je me dis, il a pris son temps à rentrer au puits aussi. Il savait peut-être très bien ce qu'il faisait, là. Mais vas-y, Souvent, continue. Ouais. ouais, ben souvent, des Ouais. fois, on a pas des mauvaises interprétations, mais parfois, les ingénieurs, ils ont des yeux tout autour de la tête, on Mhm. s'entend, mais parfois, il peut arriver un moment, j'aimerais pas dire d'inattention, mais parfois, on se dit, ah, ben là, Max s'en vient et tout. Et des fois, il peut y avoir des coupures radio, etc. On sait pas ce qui s'est passé, mais du moins, je ne crois pas que Lando Norris a fait ça expressément pour délibérément nuire à Verstappen, mais Verstappen, il s'en est rappelé. Ça, on va se le dire. Ça, il s'en Oui, est rappelé. Il a dit, ah oui, OK, parfait. S'il dit ça, je vais m'en souvenir. Parce que Max, il a la mémoire longue. oui, Il a oui. la Il est mémoire rancunier très aussi. longue. Ouais, c'est Il y ça. a une expression que un de mes amis va entendre ça puis il va trouver ça drôle parce que je l'utilise des fois. Je dis à quoi ça sert d'avoir de la mémoire si on peut pas être rancunier? Mais c'est un peu Hmm. ça, là. Max Verstappen, il met ça. Il dit, moi, j'ai une bonne mémoire, puis je vais m'en servir pour être rancunier, mais je vais me souvenir à qui je dois des reçus. Fait que ça, oui, t'as raison pour ça, qu'on l'a déjà vu par le passé, Verstappen. Il est pas du genre à pardonner facilement. Il va s'en rappeler. Notamment euh, ce que supposément Perez lui avait fait à Monaco quelques mois avant, finalement, Mhm. il lui a fait payer plus tard au Brésil. Ben, Ouais. c'est ça, ça pourrait être bien être comme ça aussi avec Lando Norris, à condition que
Max, lui, se fasse pas. C'est pour ça que je te pose la question dans le sens que si Max décide de faire quelque chose comme ça à Lando, à un autre circuit, est-ce que ça pourrait entraîner une pénalité? Est-ce qu'on a manqué quelque chose du côté des commissaires qui pourrait créer un représailles ou est-ce que là, on pourrait faire comme, ah, ben là, on va donner une pénalité puis tout le monde va dire, ben pourquoi vous avez pas suivi? Vous avez pas suivi à Singapour, puis là, tout d'un coup, on n'a pas le droit de faire ça, prendre notre temps à regagner la ligne des puits quand on sait très bien qu'on n'a plus d'affaires en piste, là. Ben, du moins, si c'est le cas, Max n'ira pas avec Lando de la cuillère. Donc, très mauvais jeu de mots. Non, mais je pourrais dire que Max avait peut-être probablement la pole, peut-être. Peut-être qu'il Mhm. aurait été la chercher, ou sinon il aurait pas été très loin. Est-ce que ça l'a vraiment nuit? Parce que souvent, les pilotes sont dans l'adrénaline, là. On s'entend, ils sont le cœur bat à plein régime et tout. Et là, les émotions sont à la hausse et c'est normal et tout. Et peut-être qu'après ça, il a tempéré un petit peu. Pour dire, moi, je ne crois pas personnellement que Norris aurait été à ce point-là pour le nuire, je pense. Mhm. Je pense que ça a été un malheureux concours de circonstances. Mais en tout cas, Non, on non, en c'est ça. saura on On en le saura saura peut-être plus jamais. tard, ou on ne saura jamais. Ah, ou on ne saura jamais. Non, c'est ça, ça va. Piastri, troisième, il Oui. a été le meilleur des McLaren parce que Antonelli a très bien fait aussi, lui, du côté Ah de oui. Mercedes, très près de son Mhm. coéquipier. Norris, je le disais, cinquième. Donc, pour Piastri, on peut dire c'est quasiment mission accomplie parce que non, si t'as Verstappen devant toi, ça, si tu veux pas ça. Sauf que tu Mhm. réussis quand même à prendre la position en piste contre ton coéquipier sur un circuit où c'est très important, celui de Singapour. On le sait, Piastri n'a pas nécessairement besoin de gagner toutes les courses d'ici la fin de la saison. Faut juste pas qu'il soit déclassé, qu'il reste dans les points. Faut qu'il reste près de Verstappen, faut qu'il reste près de ses ennemis, faut qu'il les aille à l'œil. Puis là, Lando, ben lui, il a eu énormément de difficultés vendredi, il ne s'est jamais retrouvé. On va régler les McLaren parce que ça va aller plus vite comme ça. Mais oui, Mhm. Piastri, belle performance de sa part. Lando Norris a jamais réussi à prendre sa confiance à un moment où, encore une fois, où on avait besoin qu'il lève son niveau d'un cran. As-tu été déçu de voir sa performance là, sur un circuit qu'il connaît bien puis qui normalement, ça en sort quand même bien. C'est lui qui avait eu la pole l'année dernière, puis c'est lui qui avait remporté la victoire, là. Il avait été très dominant à Singapour la saison dernière. Oui, et pourtant, Martin, je me serais attendu à ce que Norris peut-être sorte les crocs un petit Mhm. peu plus par rapport à Piastri, du moins en qualification, parce que faut pas oublier quelque chose. Piastri, lors du dernier Grand Prix, ça a été difficile, là. À Oui, Bakou, ça a été un calvaire, là. Et là, je me suis dit, ben là, c'est l'occasion, c'est le moment pour Lando Norris de mettre le point sur la table et de dire non, je suis plus rapide que toi sur un circuit que j'ai gagné, c'est un circuit oui, que je c'est ça. connais mieux que toi, et de prime abord, de se dire, ben là, c'est la lutte pour le championnat. C'est pas rien. Là. Oui, il y a le championnat constructeur, mais il y a le championnat des pilotes aussi. Et là, Lando doit combler cet écart-là par rapport à son coéquipier. Donc, moi, j'ai l'impression que Lando aurait pu faire mieux, mais par contre, on l'a senti en difficulté tout au long du week-end. Il n'a jamais été à 100% euh, dans son élément, si je peux dire, par rapport à Piastri. Et ça s'est vu encore une fois en qualification où il a été devancé par son coéquipier, oui, par Max Verstappen et en plus par les deux Mercedes. Pas juste une, les deux. Par les deux. Ça, c'est vraiment pas l'idéal quand on. Surtout que, c'est ça. C'est Lando Norris, on s'attend à plus que ça, on s'attend à mieux que ça. Un circuit où ce qui est confortable. Moi, j'ai été surpris qu'il n'a pas été capable de reprendre le dessus. J'aurais pensé, même s'il y avait eu une journée difficile vendredi, j'ai vraiment été surpris de sa performance le samedi. J'aurais pensé qu'il aurait été capable de sortir de quoi de mieux. Euh, Ses explications après ça en entrevue sur le fait qu'on a énormément de difficultés à mettre de l'adhérence sur notre train de pneus avant, à un endroit où ce qu'on en a besoin. Il disait ça. Il dit donc à cause de ça, on est obligé de faire un compromis puis d'enlever de l'adhérence à l'arrière, travailler sur pour essayer d'en mettre plus à l'avant, puis là des fois on se perd, puis la voiture devient instable. Ça, je comprends tout ça, ces problèmes-là. La McLaren n'est pas nécessairement au point. C'est pas un circuit où ce qu'on s'attendait à bien faire, même si on avait bien fait l'année passée, des dires de Andrea Stella. Sauf que ça montre encore que si la voiture est pas complètement à point, ou que la voiture a pas le petit avantage, ben à ce moment-là, Lando Norris n'est pas dans sa zone de confort, puis a de la difficulté. Tu sais, on voit le Lando d'avant qui se tient
dans les positions comme ça. On voit pas le Lando qui va faire la différence de dire, ah, écoute, la voiture, je l'ai pas entre les mains en fin de semaine. C'est pas un week-end McLaren, mais on va faire en sorte que ça va en devenir un. Cette petite étincelle-là, la petite différence, il semble pas l'avoir. Ce qu'on attribue à un gars comme George Russell, à un gars comme Max Verstappen, bien sûr, et à un gars comme Oscar Piastri, est capable un peu de faire la différence dans sa voiture. Antonelli, lui, de son côté, pour moi, c'est mission accomplie. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu bien. Ben, on l'a vu quand même avoir une bonne qualification dans le dernier Grand Prix. Mais ce que je trouve de le fun de voir, c'est qu'un circuit comme Singapour, c'est pas évident. C'est pas évident pour les vétérans, c'est encore moins évident pour une jeune recrue. À un moment où ce que Mercedes aussi, on pensait que c'était un week-end difficile, mais il n'y a pas juste George qui a rebondi, Kimi Antonelli aussi, là. Oui, et c'est très important parce que là, le dernier week-end, ça avait quand même bien été pour Antonelli du côté de Bakou. Et là, c'est de rebâtir la confiance parce que Mhm. Singapour, c'est un circuit où on bâtit la confiance. Si on se met dans le mur très rapidement au cours des essais libres, ben, c'est difficile après ça d'essayer de se replacer par la suite. Martin, Russell a réussi à bien le faire, mais c'est pas tous les pilotes qui sont capables de faire ça. Donc, Antonelli a été assez bon au cours de la plupart des séances. C'était peut-être un petit peu plus difficile le vendredi, mais après ça, en qualification, on l'a senti très à l'aise. Ça a été pour un jeune pilote comme ça là, qui découvre Singapour. Moi, j'ai été très impressionné par sa performance. Vraiment, vraiment une mission accomplie pour Kimi Antonelli qui reprend du poil de la bête. Ça, c'est bon. C'est bon pour la confiance du jeune homme parce qu'il en avait de besoin. Et surtout dans la lutte au championnat, Martin, ça c'est important. Mercedes par rapport à Ferrari, ça, on a besoin des deux pilotes. Oui, on peut compter sur George Russell, ça c'est sûr, mais il faut compter sur le deuxième pilote aussi. Et c'est Mhm. là où Antonelli, si tu te positionnes bien sur un circuit comme celui de Singapour, où on sait que c'est pas évident de dépasser, ben Antonelli a réussi sa mission en se qualifiant devant les deux Ferrari. Devant les deux Ferrari, il faut en parler. On semble être en train de prendre une position en 6, en 7, en 8, de plus en plus week-end après week-end. On semble s'établir comme étant Mhm. possiblement la quatrième, cinquième écurie du peloton, ce qui est vraiment pas l'idéal pour les tifosi, mais aussi pour tout le monde dans l'entourage de Ferrari, dont Lewis Hamilton ou Charles Leclerc. Hamilton avait besoin de quoi de gros. Singapour, c'est un endroit qu'il connaît bien. C'est un endroit qu'il Mhm. maîtrise bien. Se qualifier devant Charles Leclerc, j'imagine qu'il en tire une certaine satisfaction là, sauf que d'être sixième, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est sûr que en avant de nous, bien sûr, on a McLaren, Red Bull et les deux Mercedes, sauf que c'est pas là que Ferrari veut être. C'est pas là que Ferrari veut être. Puis un circuit comme Singapour, j'avais l'impression que c'était peut-être un endroit où ce qu'on aurait pu sortir quelque chose. Parce que là, ça devient dur à dire, là. Euh, on arrive dans des concepts de tracé où ce qu'on fait, ah, ça se prête pas bien à la Ferrari, ça se prête pas bien à la Ferrari. Mais je trouve que ça commence à être dur de trouver des endroits qui se prêtent bien à la Ferrari. La Ferrari semble pas être bonne sur aucun type de circuit à cause qu'on a encore ce fameux problème-là de hauteur de caisse. En tout cas, il y a beaucoup de choses, on dirait, à discuter sur Ferrari, mais si on y va à la base, Hamilton sixième devant Leclerc, à quel point c'est une satisfaction pour lui de juste battre Charles, parce que Charles, sur des circuits comme ça, normalement, là, il est capable de sortir le meilleur de sa voiture. Oui, il est capable, mais on l'a vu. Moi, je me souviens, Martin, dans sa dernière tentative, il a eu Oui, une instabilité dans sa Ferrari et dès qu'il a franchi la ligne d'arrivée, on l'a vu, euh, m- je suis l'expression, monter un coup de main quasiment dans le volant, en voulant dire, je hum, me suis manqué. Il était vraiment en beau fusil, là. Il savait qu'il venait de se rater, ouais, Charles c'est Leclerc. ça, ouais. Euh, et Hamilton, c'est un circuit qui est généralement assez bon à Singapour parce qu'auparavant, si je ne me trompe pas, il ne s'est jamais qualifié en bas de cinquième. Donc, c'est un circuit avec lequel il a quand même une certaine bonne tenue, Lewis Hamilton. Donc, là, sixième, on s'entend derrière les deux McLaren. Oui, c'est quand même normal. Derrière Verstappen, on sait que Max fait des miracles pratiquement toutes les fins de semaine. Et là, Red Bull commence à reprendre du poil de la bête. Mais là, c'est là le problème, c'est derrière les deux Mercedes. Et là, quand on voit Hamilton, c'est à 5 dixièmes de George Russell. Et Ouais, là, c'est ça beaucoup. commence à faire pas mal. Ça commence à faire pas mal. Puis en plus, toute la fin de semaine, Lewis a eu énormément de difficultés à faire un tour parfait. Il y avait toujours Mhm. quelque chose. On l'a vu même dans la séance de vendredi, deuxième séance d'essai libre. Son meilleur temps était en médium parce que lorsque c'est venu le temps de faire ses essais en gomme tendre, il y avait toujours la petite erreur.
passer proche de frapper le mur, perdre le contrôle de la voiture, qui devait avorter son tour. Et ça a été un peu la même chose en qualification. On n'a jamais réussi à vraiment mettre un tour nécessairement parfait tout ensemble. Puis à ce moment-là, ben, heureusement que Charles Leclerc avait fait une erreur aussi. Ça a permis. Sauf que on peut pas leur en vouloir à ni un ni l'autre parce que ça va avec la capacité de la voiture. Lorsque tu vois que les deux sont 7-6, on regarde les temps aussi, c'est très près là, leur temps de qualification quand Mhm. c'est ça. Puis même en deuxième séance d'essai libre, c'est la même chose. On regarde en Q2, Hamilton avait fait une 29, 9,36, puis Leclerc avait fait une 29, 9,14. Là. C'était toujours des temps qui étaient relativement pareils un à l'autre. C'est vraiment, ça nous montre qu'il n'y avait pas grand-chose à soutirer de la Ferrari en fin de semaine. Un qui soutire toujours le maximum, tellement que dans notre prédiction, on labellait, on pensait que c'était possible pour lui d'aller chercher un top 5. C'était Isaac Hadjar. Je te dirais que j'y ai cru un peu même pendant la journée de samedi, parce qu'il y a eu des moments où ce qu'il faisait bien, Isaac Hadjar, finalement, a dû se contenter d'une huitième position, mais ça reste que c'est un autre recrue, c'est un autre pilote à sa première saison. Pas évident d'arriver sur le circuit de Singapour qui pardonne pas. Et Mhm. Isaac a très bien fait encore une fois. Il a très bien fait à Jar et Helmut Marko, Martin, il a dit, il me rappelle Max Verstappen dans certaines Mhm. facultés d'arriver sur des circuits qu'il ne connaît pas et de se mettre tout de suite dans les rythme. Oui. Et ça, c'est bon pour un pilote recru. Ça veut dire d'un, il a le talent, on le sait, et il s'adapte très vite à n'importe quel type de circuit et sur des circuits dans lesquels il n'a pas couru dans les catégories inférieures. Et ça, c'est bon aussi. On sait que c'est pas les mêmes voitures, on s'entend. Mais quand on a une base sur un certain circuit, on est capable de dire, OK, tel virage se prend de telle façon. OK, on le négocie de façon X. Après ça, c'est Y. Mais Adjar réussit à bien s'adapter immédiatement. Il est dans le coup immédiatement. Et on sait, la Racing Bull, c'est une voiture qui est quand même assez stable. C'est une bonne voiture. Donc, Adjar réussit à faire des Q3 à la régulière. Donc, c'est sûr que d'une certaine façon, il avait raison d'être un petit peu, d'être mécontent de cette huitième place-là, parce que qui sait s'il avait le potentiel d'être cinquième, peut-être, on ne saura pas. Mais quand même, quand on regarde les performances d'Isaac Hadjar depuis le début de la saison, on se frotte les mains et on doit se dire, écoute, on a peut-être trouvé le fameux pilote, on va le souhaiter, le fameux pilote qui pourrait peut-être épauler Max Verstappen chez Red Bull et dompter ce deuxième baquet-là, ce deuxième baquet maudit chez Red Bull. Ben, peut-être que c'est Isaac Hadjar qui va être le pilote qui va réussir à élever son niveau d'un cran, comme avec notre fameux sponsor des cars incorporés. Mais avec Isaac Hadjar, je trouve qu'on pourrait réussir à avoir un bon fit chez Red Bull pour l'année prochaine et c'est une nouvelle réglementation. Donc, qui sait? Moi, je pense que Isaac Hadjar réussit à bien se montrer à chaque Grand Prix et c'est une belle carte de visite qu'il laisse. Ben, la plus belle qualité d'un pilote, c'est qu'il est rapide, puis Ah oui. l'adaptation, comme Dr. Marco faisait référence, ça c'est la meilleure chose qu'il y a de possible pour lui. Tu parlais là d'apprivoiser un circuit, puis même si c'est pas dans la même voiture ou ces choses-là, il y a certains endroits, tu sais, j'écoutais un reportage de George Russell justement qui parlait de Singapour, puis il mentionnait qu'à un tel endroit, on a tendance à vouloir se déporter un peu plus vers la droite, mais il dit c'est comme naturel, on veut faire ça, sauf que à un certain endroit, il y a un canal qui est là, tu sais, dans ce temps-là, Mhm. sont scellés là, pour pas qu'il arrive Ouais. comme à Vegas, tout ça. Puis il dit quand que on passe là-dessus, il dit ça fait soulever la voiture. Puis si tu touches le canal, quand tu vas vouloir arriver à ton point de freinage un peu plus loin, comme ta roue elle a sauté, tu vas avoir tendance à bloquer ton train avant droit. Mhm. Tu sais, c'est niaiseux, hein? C'est un petit détail comme étant le canal à tel endroit que tant que t'as pas vécu ça ou que t'as pas vu que, ah, bon, voyons donc, pourquoi je bloque toujours ma roue dans ce virage-là, Mhm. puis que tu comprennes que, ah, c'est parce que tu passes sur le canal, passe pas sur le canal, tu vas avoir un meilleur point de freinage, puis tout ça. C'est des petits détails qui peuvent sembler banals, là, lorsqu'on regarde ça. Ben, voyons donc, c'est une voiture, il embarque sur le circuit, il connaît le tracé, il peut le faire en simulation. C'est pas pareil tant que tu l'as pas fait en vrai, puis tu l'as pas t'as pas vraiment, ça prend plusieurs tours avant vraiment de comprendre exactement, mais lui, on le voit, il saisit toute cette information-là ultra rapidement. Fait que ça lui donne un avantage sur ses adversaires, un avantage que un gars, justement, comme Max Verstappen a, lorsque les week-ends commencent, il comprend énormément d'affaires, puis après ça, ben, il est capable de mettre ça dans sa routine et dans sa préparation, mais aussi dans l'exploitation de la fenêtre de performance de sa voiture.
On parle Mhm. de jeunes à Jar. Je le dis, si on donne les fleurs à Antonelli, on donne les fleurs à Jar, ben, il faut les donner aussi à Oliver Berman parce que tu arrives Mhm. autant pour lui pour la première fois, arrive là-dessus. Il est dans une voiture Haas aussi. C'est pas toujours évident. Même si on avait bien fait là, la saison dernière, de mémoire, ça, c'est des circuits qu'on fait bien normalement du côté d'Haas. Mais termine neuvième en qualification, ce qui est très, très beau. Un autre qui a très bien fait, bien, c'est Alonso. On sait que c'est un circuit où ce qu'il se plaît, où ce qu'il a de l'histoire aussi. Mhm. Il avait gagné la première édition. Euh, pour faire de la chicane là-dessus, mais quand même, lui, il a gagné la première édition du Grand Prix de Singapour. Puis, quand on regarde ça, le coup de volant de Fernando Alonso, est-ce que tu avais vu qu'il avait même développé un angle différent que les autres sur son rack à volant là, pour savoir comment il est capable de donner de l'angle, là. Lui, il avait une version différente que les autres, là. C'est Jenson Button qui a remarqué ça très, très vite dans le week-end, qu'on était capable de voir les mains d'Alonso se croisaient tellement lorsqu'il tournait. Donc, pour lui, ça lui demande probablement, c'est moins exigeant sur son corps de faire ça, sauf que c'est pas évident non plus à contrôler. C'est spécial quand même ce qu'Alonso optait, mais on voit que déjà là, quand on parle d'adapter un circuit, les petits détails pour comprendre ces choses-là, ben déjà lui avait demandé à son écurie une adaptation différente de son volant pour ce circuit-là, typiquement pour le circuit de Singapour. Et ça a récolté, quand on voit qu'il a quand même été capable d'aller chercher une 10e place, une 11e pour Hülkenberg, 12e pour Lawson, 13e pour Tsunoda, où c'est vraiment pas facile, se retrouve derrière les deux Racing Bulls. C'est pas ça qu'on veut. On sait qu'il Ouais. avait pas la nouvelle aileron que Max Verstappen avait, mais quand même, je pense pas que c'est simplement une histoire d'aileron qui décide si on est derrière les Racing Bulls ou pas lorsqu'on pilote une Red Bull. Ensuite, Bortoleto, si les autres ont connu un week-end très, très... Bon, ils se sont habitués vite au circuit, Bortoleto, ça a semblé plus difficile de son côté. Ouais. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué du côté de Bortoleto, qui semblait pas autant à l'aise. On sait que dernièrement, Bortoleto a montré de très belles choses en qualification, notamment face à Nico Hülkenberg, là, qui l'a devancé à plusieurs reprises en qualification. Mais cette fin de semaine, ça a été un petit peu plus compliqué là, pour le jeune Brésilien. N'empêche que il ne s'est pas fait éliminer en Q1. Donc, c'est déjà ça. Il n'a pas mis sa voiture dans le mur. C'est déjà ça. Donc, 14e. C'est un moindre mal, mais quand même sur un circuit qu'il découvre, ben, c'est pas évident. C'est sûr que quand on regarde les performances, admettons, comme Adjar qui a réussi à nous sortir une 8e place, ben, c'est sûr que c'est pas la même voiture qu'une Kick-Sauber, mais quand même, Bortoleto a fait du mieux qu'il a pu et tout. Et quand je regarde qui a réussi à devancer par la suite ben, les Lance Stroll par la suite, les Franco Colapinto, etc., ben, c'est quand même un moindre mal, mais c'est sûr qu'on ne se met pas dans une position idéale, Martin, pour aller chercher des points, surtout dans le ventre mou du peloton comme ça, sur un circuit qui est difficile à dépasser. C'est loin d'être évident. Non, c'est ça. Là, avant je vais donner le reste du classement. Ça, c'est le classement Mhm. officiel parce qu'il y a eu disqualification des Williams. Donc, Ouais. là, je suis en train de vous donner vraiment le classement une fois que la disqualification est prise en compte parce que la manière que ça fonctionne, lorsque notre voiture ou que nos voitures ne respectent pas le règlement technique, bien, on se voit retirer nos temps. Donc, c'est comme si on n'avait pas participé à la séance de qualification. C'est fait comme ça. Donc, Bortoleto 14e, 15e pour Stroll, 16e pour Franco Colapinto et 17e pour Esteban Ocon, 18e pour Pierre Gasly. Et disqualification de Alex Albon et Carlos Sainz à cause de leur voiture. C'est le fameux 85 mm. Ça, c'est l'ouverture qui est permise sur les extrémités de l'aileron lorsqu'elle s'ouvre pour le fameux Mhm. DRS. Donc, tout ce dispositif-là a été mal installé. On l'a déjà vu du côté de Haas il y a quelques années. Lorsqu'on change l'aileron ou qu'on change les spécifications, du cas de Haas, ça avait été ça, du moins la raison. On n'avait pas donné les nouvelles tolérances aux mécaniciens. Donc, ceux qui installent l'aileron ne savaient pas qu'ils devaient la mettre un peu plus basse, sinon l'ouverture était différente à cause que la forme avait changé. Donc, tout ça, c'est probablement un problème comme ça qui est chez Williams, même si on n'a pas encore nécessairement tous les détails. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est inacceptable. Mhm. Inacceptable. Ouais. Euh, Autant que je suis toujours en train de mentionner à quel point j'admire le travail de James Valls, sauf que c'est la deuxième fois en 2 ans qu'on se fait disqualifier. On a apporté un plancher qui était trop large tu me dis si je me trompe, c'est pas grave, là, mais c'était aux Pays-Bas de mémoire, ou à Monza il y a quelques années, ok, où on avait apporté un plancher.
qui était trop large. Puis finalement, on se fait disqualifier à cause de ça. Après ça, on est obligé de justement rebâtir le dimanche. Après ça, on arrive une année, un an plus tard, on est sur le circuit de Singapour, on apporte un aileron qui donne un trou de DRS qui est supérieur à la limite. Moi, je trouve que ça devrait pas arriver. On est en Formule 1, on n'est pas dans des courses de fin de semaine de boîte à savon. On sait les règlements. On peut pas se permettre de faire ça du côté de l'écurie Williams, parce que là, après ça, ça donne du rattrapage à faire à nos pilotes. Ça coûte des points importants aussi si on n'est pas capable de rattraper ça. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à régler du côté de Williams. Même du côté de la F1, on en voit de plus en plus des disqualifications, sauf que lorsque ça fait 2 fois en 2 ans que tu vois tes deux voitures se faire disqualifier, il y a un problème quelque part et ce problème-là doit être remédié au plus rapidement. Oui, effectivement, Martin. Et pour ton information, c'était bel et bien aux Pays-Bas Aux Pays-Bas, hein, que c'est ça. l'année Ouais. passée, en 2024. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça fait, j'aime pas dire ça, mais ça fait pas professionnel. Mhm. Ça fait pas professionnel parce que on est vraiment à la fine pointe de la technologie. On est au summum de la performance de la course automobile et tu te dois d'extraire le maximum dans les plus petits détails. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais ce sont des professionnels. C'est des gens qui doivent connaître le règlement de fond en comble. Il y a des gens qui sont payés pour ça, pour dire, OK, là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas excéder cette limite-là, cette ouverture-là. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, et là, quand on regarde ça, Martin, on est quand même chanceux dans cette mesure-là parce que Williams est cinquième au championnat des constructeurs. On a une certaine avance sur les sixièmes. Donc, si on était beaucoup plus loin dans le classement et on était à la lutte avec d'autres écuries dans un peloton qui est très serré, ben là, ça aurait pu coûter beaucoup plus cher. Non, c'est ça. Donc, Si tu veux être une écurie aspirante à gagner des championnats, une ouais. écurie qui est aspirante à gagner des titres, ne se fait pas disqualifier une fin de semaine. Oui, Ferrari, c'est arrivé. J'entends Mercedes, du monde va me dire, ah, ben Mercedes s'est fait disqualifier il y a quelques saisons. Oui, puis c'était autant inacceptable pour eux. Ce que je trouve, c'est que James Vaz est sur un programme de ramener Williams vers une écurie gagnante. Oui, il y a de Mhm. l'amélioration à faire, mais le plancher trop large aux Pays-Bas, tu fais bien de le ramener. Ma première intuition était la bonne, mais aux Pays-Bas, trop large, ça passe pas, t'es obligé de limer ça, finalement, mettre ça conforme. Ton ouverture est plus que 85 mm à Singapour un an plus tard. Ça devrait jamais arriver. Ça devrait jamais arriver, c'est ça. Puis on est à la fin d'une réglementation, là. C'est pas nouveau, là. Ça fait pas 6 mois que on explore quelque chose de nouveau en F1, puis on Mhm. essaye d'étirer l'élastique un petit peu, là. C'est quand même la dernière saison. Je comprends que on est peut-être rendu justement à la limite des évolutions, mais c'était pas voulu, là. Williams a pas voulu tricher sur son DRS. C'est juste que c'est un problème de communication, c'est un problème d'installation, c'est un problème de compréhension, mais ça devrait jamais arriver lorsque tu te bats contre l'élite, là, parce que c'est ça. Puis, en tout cas, j'ai été très déçu de voir ça de la part de Williams. Puis le premier déçu, ça a été James Vaz aussi. Après les deux pilotes, Mhm. Alex Albon et Carlos Sainz, on l'a vu, on se cache pas du côté de Williams. On a tout de suite sorti un communiqué. James Vaz a été disponible en entrevue aussi pour expliquer qu'il y a une enquête qui est faite à l'interne pour savoir pourquoi c'est arrivé, puis pour ne plus que ça se reproduise. C'est ce qui conclut notre bloc du samedi. Maintenant, on peut passer à la course du dimanche, un Grand Prix de Singapour. Yay! Eh bien oui, c'est dimanche qu'avait lieu le 18e Grand Prix du championnat du monde 2025. Un week-end de course ou un Grand Prix de Singapour comme on les aime, Kevin. Mhm. Mhm. Euh, écoute, moi là, quand il y a de la course, je suis toujours content. Singapour, c'est celui que je trouve le plus difficile de me lever. D'habitude, je me lève, je suis content d'écouter un Grand Prix, peu importe que ça soit. Moi, je l'écoute toujours en direct. Je le compte pour des gens qui nous connaissent pas ou qui écoutent le podcast. Parce qu'il y a toujours des personnes qui écoutent le podcast pour une première fois, hein. C'est comme ça. C'est Mhm. ça qui est le fun Ouais. avec ça, c'est qu'on a des nouveaux abonnés, on a des nouveaux auditeurs à tous les épisodes. Mais les gens qui écoutent depuis le début, depuis la première saison, moi, je suis passionné du direct. Donc, je suis pas capable d'écouter des choses en reprise. Je peux me le permettre sur certains sports ou certains matchs des fois, mais c'est très, très rare. Des courses de Formule 1, j'ai pas le choix d'écouter ça en direct. Je peux me lever à n'importe quelle heure du matin, comment l'horaire nous le demandait à travers les années. Là. Maintenant, c'est beaucoup mieux structuré, Dieu merci, mais peu importe l'heure, ça me dérange jamais. Je suis content de ça, des qualifs, des essais libres, j'écoute tout ça en direct.
Singapour, c'est le plus difficile que je trouve. Puis il est juste à 8 heures le matin, un dimanche matin, là. Sauf que, écoute, si tu m'avais eu à la face, oui, il y a eu la grippe, là, dans les derniers jours, la fin de semaine n'a pas été facile, tout ça. Mais si tu m'avais eu à la face à matin, j'ai l'air d'un gars qui aime pas la Formule 1. Je suis debout, ah oui, faut que j'écoute Singapour. Là, j'étais pas motivé pas en tout. Puis après le départ, j'ai fait comme, oh mon Dieu. La première chose qui m'est venue dans la tête, j'ai fait comme, ça sera pas un week-end comme ça. Puis après ça, une fois que la course a été finie, la première chose qui m'est venue en tête, je me dit, boy, Kevin, l'année prochaine, on en a deux comme ça. En plus. En plus. Est-ce que, Parce qu'il va y avoir Martin, une sprint. ouais, Martin, est-ce que tu avais la même tête que Lance Stroll en interview? Oui, c'est ça. J'en ressemblais exactement à ça. Peut-être un peu plus endormi, mais en tout cas, je te dis, là, j'étais, mais je suis pas déçu. Je suis pas déçu de la fin de semaine de Mhm. course. Je suis pas déçu du Grand Prix parce que de la course, parce que c'est ça Singapour. Puis on a essayé du côté de la FIA. On a euh, monté la vitesse dans la ligne des pluies. Finalement, les équipes ont pas mordu pour à y aller à deux arrêts. En Mhm. plus, on a eu la pluie qui est venue un peu changer des choses sur l'adhérence. Peut-être que ça aurait été plus abrasif, on ne le sait pas. Après ça, on regarde, on regarde qu'on n'a pas amené la C6 parce qu'on peut pas, il fait trop chaud. Fait qu'on est allé avec la C5. En tout cas, il va peut-être falloir mettre deux arrêts obligatoires. On l'a fait du côté de Monaco. Moi, tu sais, je l'avais dit au début, si on le fait à Monaco, il faut le faire à Singapour. J'étais un peu déçu qu'on n'a pas été vers là, qu'on n'a pas décidé de dire mettre deux arrêts obligatoires, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder, selon moi, pour l'année prochaine. C'est une priorité. Tu es d'accord avec ça, toi, ou tu voudrais encore tenter ta chance l'an prochain, surtout avec un week-end sprint qui s'en va là? Je veux dire, c'est pas grave, on va essayer de lancer des balles courbes aux équipes pour les inciter à faire deux arrêts, mais on va pas les obliger. Ben, on a une nouvelle réglementation aussi, mais je pense, Martin, que tu amènes un bon point parce que c'est un circuit qui est difficile à dépasser. Singapour, historiquement, c'est pas facile de tenter des dépassements. Oui, le circuit a changé il y a quelques années. On a enlevé une partie, notamment du dernier secteur. Et donc, il est un peu plus court, mais quand même, Il y a c'est un quatre circuit qui zones est DRS, puis ça se 4 zones. dépasse. Quatre zones Exact. DRS, là, tu sais, puis on n'a pas plus vu. Euh, en tout cas, non. C'est c'est délicat. C'est un circuit que je trouve qui est, qui est exigeant. Oui, c'est un circuit que je trouve que les pilotes sont formidables de courir là-dessus parce que c'est Ouais, ouais. vraiment pas évident. C'est probablement le plus difficile de la saison. Mais côté spectacle, on sait qu'une erreur ne pardonne pas à Singapour. Ça, tout le monde le sait. Mais on dirait que les pilotes sont rendus tellement, je dirais pas parfaits, mais Ils sont trop bons. sont trop bons. Ouais. C'est ça, ils sont Pas de trop bons. voiture de sécurité aujourd'hui. Pas de... Il y a eu Non. drapeau jaune, mais même là, c'est pas pour. L'année dernière, c'était encore pire, on n'avait pas eu de jaune pendant tout. Mhm. Là, lorsque tu regardes aujourd'hui, pas de voiture de sécurité, pas de voiture virtuelle. C'est ça. Trop respectueux, où il y a trop de règlements, trop de pénalités. Les gars essayent rien, surtout sur des circuits comme ça. Tu te dis, ah, j'essaie quelque chose, je vais me faire pénaliser. Mais avant qu'on en vienne à la course, parce que je suis en train d'un peu nous lancer là-dedans par la force des Mhm. choses, je veux quand même qu'on félicite les partisans de la couleur orange papaye parce qu'on sait, Ben oui. je pense pas que Zach Brown nous écoute, pas parce qu'il écoute pas le F1 podcast, mais parce qu'il est en train de célébrer son anniversaire pas son anniversaire, mais son championnat. Puis la même chose pour Andrea Stella, la même chose pour Lando Norris, c'est tous des auditeurs du podcast, ça, j'en suis persuadé d'habitude. Mais quand il y a une écurie qui gagne un championnat ou F1 podcast, on a fait la tradition ensemble, hein, il y a quelques saisons, de féliciter les partisans. Donc les partisans Orange Papaye, les partisans McLaren, vous avez attendu pendant longtemps, vous avez mangé votre pain noir, puis là, ben, vous avez gagné un championnat l'année dernière, puis là, vous venez d'en gagner un deuxième. C'est pas facile de gagner un championnat des constructeurs. La preuve, une écurie avec autant d'histoire que McLaren sur 75 ans de Formule 1, même si on n'est pas là depuis les débuts. Mais quand même, on a 10 titres des championnats. C'est Mhm. maintenant le dixième. On se hisse au deuxième rang de l'histoire des écuries les plus titrées derrière Ferrari. On avait déjà le deuxième rang, sauf que là, on en prend possession seul puisqu'on avait égalité avec Williams à 9. Maintenant, on vient de départager cette position-là. C'est le premier back-to-back ou dos à dos, donc deux championnats consécutifs depuis 1991. Oui, en 91, c'était un troisième consécutif, mais quand même, on n'avait pas gagné des championnats consécutifs depuis l'ère des début des années 90. Donc, c'est gros ce qui a été accompli aujourd'hui. Ça s'est probablement pas fait dans les circonstances que McLaren désirait. On va se dire qu'un Mhm. championnat, c'est un championnat. De la manière qu'on le gagne, on s'en rappelle
pas toujours. Mhm. Sauf que ça n'a pas été le meilleur week-end nécessairement pour ça. Sauf que faut regarder l'ensemble de la saison. On a depuis une évolution en Autriche il y a quelques années, évolution à Miami l'année dernière qui a vraiment transformé encore plus. Depuis ce temps-là, on a pris notre envol. On a réussi à établir une forme de domination en Formule 1. On a une voiture qui repousse la technologie, qui repousse l'ingénierie, qui force toutes les autres à se gratter la tête, à passer à la table à dessin et à essayer de réinventer un peu ce qu'on faisait de bien. C'est ce qui... la plus belle description d'un championnat constructeur, c'est ça. Lorsque tu réinventes le sport à ta manière et tu réussis à pousser l'ingénierie à un autre domaine, c'est pour ça qu'on a ce championnat-là. Félicitations aux partisans McLaren et bien sûr à l'écurie aussi, là. Et de ton côté, c'est une belle... Tu sais, on a souhaité ça pendant longtemps, de revoir les grosses écuries au devant. Pas pour rien, pas rien contre Red Bull, pas rien contre Mercedes. Je pense qu'ils ont eu leur temps aussi, puis à un moment donné, ça va revenir, là, c'est comme ça. Sauf que les écuries comme McLaren méritent de se battre pour les titres et de ne pas être à l'arrière. Lorsqu'on fait les efforts, on le voit, on a fait des efforts aux bonnes places. Le travail de Zach Brown, sa vision, le calme d'Andrea Stella, l'expérience aussi, son côté père de famille qui réussit à ramener un peu tout le monde là-dedans. Là. Il y a beaucoup de travail là-dessus, mais c'est le fun qu'il peut s'en récolter. C'est le fun pour nous d'assister à ça aussi. Oui, écoute, Martin, c'est quand j'ai commencé à suivre la Formule 1, McLaren était dans les écuries du sommet. Là, on parle de 98, 99. Là, on était avec Mika Hakkinen à l'époque. Là, donc, j'ai connu la première, le premier championnat d'Hakkinen. Donc, c'était les flèches d'argent. À l'époque, Oui, c'était McLaren qui était les flèches d'argent. Donc, avec là, Mercedes, c'est ça. avec moteur Mercedes, exactement. Et là, on revient en force du côté des couleurs orange papaye, comme tu as mentionné, 10e championnat du monde pour McLaren, 24-25. Et on l'avait eu en 88 et 91 aussi. Ça a été les grosses années de domination de McLaren. Et aujourd'hui, on peut se fier à une équipe au niveau des ingénieurs qui sont extrêmement performants, des hommes vraiment de qualité. On parle beaucoup de Rob Marshall, qui est un ancien de chez Red Bull. Il y a aussi Neil Aldi, qui est un très, très bon ingénieur. Peter Prodromo, qui a été auparavant aussi chez Red Bull. Donc, ces trois messieurs-là vraiment font un travail colossal. Et là, on parle aussi d'Andrea Stella. Il ne faut pas oublier aussi qu'il était du département technique, qui était très, très bonne connaissance. Andrea Stella aussi. Donc, quand on met, comme je dis toujours, les bonnes personnes dans la bonne chaise, ben, ça donne des succès. Et quand on réussit à tout mettre ensemble, ben, c'est là qu'on voit le développement qui se fait de, parfaitement de A à Z. Et quand on a des bons pilotes, ben, ça l'aide aussi à rapporter des points, à aller chercher des victoires, etc., etc. Donc, voilà, donc bravo à McLaren. Donc, c'est bien de les revoir au sommet, de poursuivre où est-ce qu'ils ont laissé en 2024. Donc, pour là, c'est réussi, c'est mission accomplie pour 2025. Et là, il reste un autre championnat à aller chercher. Et là, ça va être intéressant, c'est le championnat des pilotes. Ben, c'est ça. Je pense que ça nous lance bien dans notre autre sujet parce que là, l'histoire Orange Papaye, la règle Orange Papaye, le championnat constructeur, l'équipe d'abord, puis toutes ces choses-là, ça va être encore là. Mais j'ai l'impression que l'orange vient de pâlir un peu, là. La règle, elle va être un peu moins présente ou elle va être un peu plus dure ou même très, très difficile à faire respecter aux pilotes parce que là, le championnat est assuré. Il reste juste à décider ça va être lequel des deux pilotes qui va être champion du monde ou qui va continuer de livrer la bataille à Max Verstappen pour le championnat du monde. C'est à nos deux pilotes de nous prouver lequel. Je pense encore qu'il va falloir qu'on prenne une décision, surtout si Verstappen continue de monter la pression. On l'a fait du côté de Singapour. Red Bull était présent au rendez-vous, était prêt à disputer la victoire. Ça a été plus compliqué du côté de McLaren. Il y a eu l'accrochage entre Oscar Piastri et Lando Norris. Avant qu'on Mhm, en vienne là, on donne le mérite à l'écurie qui est maintenant championne constructeur. On va donner du mérite au pilote qui a remporté la course aussi, qui est le mhm. même à avoir gagné la pole, qui a avoir été chercher la pole, c'est-à-dire George Russell. Très, très belle victoire de sa part, un sans faute.
Un bon départ et tout de suite été gagné énormément de temps sur Max Verstappen, puis il a réussi à se sauver. C'est un circuit comme ça. C'est un circuit comme ça, Singapour, parce que si tu es capable de maîtriser le départ, on a à peine 200 mètres avant le premier virage. Donc, si tu maîtrises ça, puis tu fais bien tes choses, puis tu gardes ta concentration malgré la chaleur, tu combats la chaleur, tu laisses pas le marathon avoir le dessus sur toi. Mais normalement, tu es capable de t'en tirer avec une belle victoire. Mais ça a été une très, très belle performance de George Russell. Très belle victoire. Oui, très belle victoire. Cinquième victoire en carrière pour George Russell. Donc, aux côtés des Keke Rosberg et Giuseppe Farina, deux champions du monde. Donc, Russell, vraiment une course parfaite. Il n'y a pas à dire. Russell a tout fait comme il le fallait. Donc, un autre petit plus pour Toto Wolff, à lui dire, là, le contrat, il s'en vient quand? Parce que là, j'ai tout fait à la perfection. J'ai devancé les deux McLaren. J'ai devancé le champion du monde en Max Verstappen. Je me demande qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour assurer mon volant l'année prochaine. Donc, Russell a vraiment été, il a été, il a piloté aujourd'hui, Martin, je vais le dire, là, il a piloté comme un champion. Il Mhm. a piloté comme un champion là, parfait, pas d'erreur, pas de travers. Moi, c'est du George Russell comme ça que je veux voir. Et moi, je me dis, si on peut avoir ce pilote-là dans une voiture qui est capable de jouer un championnat du monde, je pense qu'on pourrait en avoir pour notre argent. Moi, ce qui m'a impressionné le plus ce week-end, c'est que on n'arrête pas de dire que, puis c'est pas juste nous, là, que Mercedes, la chaleur, c'est pas facile. On arrive à Singapour puis on gagne. Est-ce qu'on a réglé un problème? Parce que j'hésite à dire qu'on a réglé quelque chose chez Mercedes parce que il me semble que depuis le passage à l'effet de sol, combien de fois que du côté de l'écurie, on a cru avoir réglé quelque chose. Finalement, on arrive le week-end d'après, puis c'est plus là du tout. On est tout perdu, on sait plus ce qu'on fait. Ça semblait être le cas vendredi. On semblait pas être capable de vaincre la chaleur, pas avoir la voiture pour répondre aux caractéristiques du circuit. Puis là, tout d'un coup, on a fait quelque chose, puis ça a fonctionné. J'ai hâte de voir si on sait ce qu'on a fait. Oui, il y a eu l'effet Russell derrière tout ça parce qu'il a fallu quand même les faire, ces tours-là. Il y a eu l'effet Antonelli aussi. Mais je pense que Mercedes, d'avoir réussi à remporter une course à un endroit aussi chaud que Singapour, c'est quelque chose d'impressionnant. Faut aussi dire qu'il y a deux seules écuries qui ont apporté des améliorations pour le week-end. On le fait à tous les vendredis dans nos épisodes Votre Guide avec François Goulet. Bien sûr, on donne l'actualité, puis après ça, on donne la trajectoire technique, toutes les améliorations qui ont été apportées par les écuries, tout ça. Il y en a de moins en moins parce que tout le monde se concentre sur 2026. Sauf que c'est quand même impressionnant de voir qu'à ce stade-ci de l'année, t'as McLaren qui apporte, t'as Mercedes qui apporte une amélioration sur son aileron avant, puis finalement on gagne la course. Et puis l'écurie qui arrive deuxième au fil d'arrivée, c'est la deuxième seule écurie qui a apporté des améliorations pour le week-end. Aileron avant sur la voiture de Max Verstappen, mais aussi un capot moteur pour aider le système de refroidissement du groupe motopropulseur. Donc, on voit que ces améliorations-là en fin de saison peuvent payer, surtout que les autres ont un peu stoppé le développement. Mais c'est le fun de voir que ça porte fruit du côté de Mercedes et qu'on est peut-être en train de régler des problèmes qui pourraient aussi nous aider pour l'année prochaine, même si c'est une nouvelle conception. Oui, et c'est très important, Martin, aussi, parce que là, on en avait parlé dans le bloc précédent, parce qu'on est à la lutte face à Ferrari C'est ça. pour le championnat, pour la P2 dans le championnat des constructeurs. Et on s'entend, il y a énormément d'argent en jeu. Puis Donc, même c'est Red Bull se très rapproche important. aussi, là. Et Red Bull se rapproche Mhm. également. Donc, ça c'est très, très important. Red Bull ou Écoute, Max Verstappen, faut dire. ben, Je pense qu'il faut dire. on va Ouais. dire on va dire Red Bull parce qu'il y a quand même deux pilotes, même si l'autre, parfois, fait des courses très anonymes. Mais quand on regarde comme ça, Martin, là, après ce Grand Prix de Singapour, Mercedes 325, Ferrari 298, Red Bull 290. Mhm. On est à 8 points de Ferrari du côté de Red Bull. Donc, on peut dire que le vent a assez tourné drastiquement. Est-ce que Mercedes n'a pas trouvé quelque chose, une astuce dans le développement de la voiture? Parce que là, on est sur un momentum en ce moment, le Mercedes, là. Euh, Est-ce qu'on ne va pas se sauver avec la deuxième place du championnat constructeur? On sait que pendant un moment, Mercedes, au courant de la saison, c'était difficile, notamment pour Kimi Antonelli, qui avait beaucoup de difficultés. Et là, on commence à reprendre tranquillement, pas vite, cet avantage-là. On commence à mieux développer notre voiture. Et là, ça va être intéressant jusqu'à la fin de la saison, parce que si c'est le cas, Mercedes,
on regarde, on a un pilote expérimenté, oui, en George Russell, mais on a une recrue à Antonelli. Et quand on regarde du côté de Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, c'est pas des pieds de céleri non plus, Non là. plus, non, C'est c'est deux ça. pilotes qui ont beaucoup d'expérience. Donc, moi, je trouve que j'avais mis, je ne le cacherai pas, j'avais mis Ferrari devant Mercedes au début de la saison. Je pense que Mercedes sont en train peut-être de me faire un petit coup là-dessus. Ah, t'es pas le seul qui voyait gros pour Ferrari. Puis je te dis pas que tu voyais gros nécessairement, mais c'était quand même l'équipe qui a fini deuxième au championnat la saison Mhm. dernière. Ouais. Si on se concentre sur la course qu'on a vécue, oui, Russell remporte une très très belle victoire. Du Mhm. côté de Verstappen, j'ai encore là, pour les gens qui sont habitués du F1 Podcast, épisode de l'année passée, Singapour. C'est une question qui était venue de la part de John Kirst, Eric Lindros. Nous avait demandé, m'avait demandé pourquoi que Lewis Hamilton. C'est une question qui était venue d'avant, qui était venue d'Azerbaïdjan la saison dernière. Une question sur pourquoi on part pas en gomme. Elle était pas partie en gomme tendre, les pilotes partaient pas en gomme tendre. J'avais dit, lorsque t'as pas assez d'espace avant le premier virage. Lorsque t'as justement même pas 200 mètres comme à Mhm. Singapour, tu fais pas ça. Tu mets pas des gommes tendres pour le départ parce que, t'es pas capable t'as pas assez de place pour gagner l'avantage sur ton adversaire, réussir à le dépasser. Puis si par miracle tu le réussis, tant mieux, mais si tu le réussis pas, ben là, t'es pris derrière l'autre voiture, puis il y a des grosses chances que tu puisses pas le dépasser, puis en plus, tu vas commencer à tout de suite devoir protéger les gommes. Tu sais, faut que Mhm. tu commences vraiment à gérer tes pneumatiques et toutes ces Ouais. choses-là. Fait que, pour moi, c'est pas une stratégie que j'aime voir. L'année dernière, à Singapour, après que j'avais parlé de ça à Azerbaïdjan, Singapour, Lewis Hamilton arrive là, puis Mercedes décide de lui mettre les gommes tendres au départ. Puis je me rappelle, justement, notre auditeur Eric Lindros, John Kurz m'avait envoyé un message, je disais, ah, ouais, il va partir en gomme tendre. Je dis, oui, tu sais, regarde bien, là. Tu sais, Puis, puis tu sais, Lewis m'a pas fait mentir, là. Il avait pas réussi à faire le dépassement au premier virage. Après ça, il avait tombé en Mhm. gestion. Finalement, il avait simplement perdu des positions tout le Ouais. long. Donc, lorsque j'ai vu que Verstappen s'élance en gomme tendre aujourd'hui, j'étais là comme, oh non, je pense pas que c'est la meilleure stratégie. Puis Red Bull, normalement, ne se trompe rarement dans ce genre de Ouais. décision-là. Mhm. On est audacieux. Là, je comprends qu'on voulait envoyer une balle courbe à George Russell. On a mis énormément d'importance sur saisir la position de tête dès le premier virage. Je comprends. À Singapour, c'est comme ça. On a décidé d'essayer. Puis le fait qu'il était du côté sale de la piste, donc moins d'adhérence, le fait qu'il avait tombé de la pluie aussi, on avait peur que Mhm. ça soit huileux, que ça soit très glissant plus glissant de son côté que de l'autre. Donc on a décidé d'aller pour les gommes tendres. Avec les explications, je comprends pourquoi on est allé là, mais j'aime pas ça pantoute. Puis je pense que ça a peut-être coûté la victoire à Verstappen, ou du moins ça l'a empêché de pouvoir mettre une pression sur George parce que ce que je viens de t'expliquer, pour moi, c'est ce qui est arrivé. Après le premier virage, Max a commencé à gérer les pneumatiques, puis après ça, Ouais. George pouvait faire ce qu'il voulait parce que il y avait l'avantage sur des gommes plus durables. Oui, exactement. Et comme tu as mentionné, Martin, on l'a vu tout de suite. Russell a connu un très bon envol. Verstappen, correct, pas exceptionnel, Mm. juste correct et tout. Et là, on a même vu Oscar Piastri arriver tout près de Verstappen au premier virage avec un certain Lando Norris qui a connu on va se dire, un sacré départ là, Ah, moi, j'étais pour une fois content. pour une fois Ben qu'il s'est. oui. On va pas Pour dire une pour une fois fois qu'il que s'est pas c'est raté. ça, exact. Ben Mais oui, puis pour vrai, j'étais vraiment content de voir Lando ouais, Norris enfin essayer quelque chose. Puis ouais. un peu le dire, oh, gars, on savait que ça arriverait, là, la règle orange papaye, parce que on a vu des décisions depuis le début de l'année où ce que Lando lève le pied pour être sûr de pas accrocher Mhm. quelqu'un. Puis là, finalement, après ça, on voit George qui en profite ou quoi que ce soit. Là, il a vraiment décidé de traiter Piastri comme si c'était une voiture de n'importe quelle autre écurie. Il a oublié la Mhm. couleur de la voiture de Piastri, puis il a dit, tu me laisses une ouverture. C'est pas parce que ta voiture est orange que j'ai pas le droit de la prendre. Je vais saisir cette opportunité-là. Je vais prendre cette ouverture-là. Ça s'est pas passé comme il l'aurait ou comme il l'a imaginé, j'imagine, là. Mhm. Parce qu'on va le dire, il a accroché l'arrière de la voiture de Verstappen, puis Ouais. il a été déporté vers celle de son coéquipier. Puis il y a eu un contact assez solide pour Oscar Piastri. Puis lorsque tu regardes la situation à bord de la voiture de Piastri, tu peux avoir l'impression que c'est délibéré, qu'il t'a vraiment donné un coup, qu'il t'a poussé parce que c'est l'impression que ça donne, mais c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Sauf que Mhm. oui, Lando Norris a été téméraire et je me sentirais hypocrite aujourd'hui de lui reprocher d'avoir été téméraire parce que ça fait longtemps que je lui reproche de ne pas l'être. Fait que moi, je suis content qu'il ait essayé ça puis
qui a tenté cette chance-là. Ça a été excitant pour nous. Puis ça a été probablement le seul, ben, pas le seul, mais ça a été probablement un des moments les plus impressionnants de la course. Ça, puis le dépassement de Fernando Alonso. Oui. Écoute, pour revenir vite vite à Verstappen comme ça, ben, il a dû protéger, oui. Et après ça, ça a Ah été oui, de ça a été, la protection tout au long de la course par ça rapport a à, été à Lando phénoménal. Ouais. Norris. Ouais. Et je regardais ses temps, Martin, par rapport à Lando Norris, un métronome. Un métronome. Verstappen, là, à chaque tour, pas d'erreur, pas, ben, une petite qui aurait pu lui coûter cher, là. On Problème l'a de vu que freinage, là. le freinage, oui, exactement. Mais sans trop de conséquences. Il n'a pas abîmé sa voiture, rien. Mais à part de ça, ça a été presque sans faute pour Verstappen, là. Donc, Il est pas le seul aujourd'hui à avoir eu des problèmes avec les freins, avec la chaleur qu'il y a là. exactement. Ça avait commencé vendredi avec Albon. C'est des choses qui arrivent à Oui. Singapour, là. C'est juste Mhm. qu'encore là, de ne pas l'avoir mis dans le mur, malgré ce problème-là, c'était pas évident. C'était pas à éviter. Puis surtout, avoir été capable de sécuriser sa position, son podium, Mhm. peut-être le championnat, on ne sait pas, parce que On ne c'est sait pas. quand même le meilleur scénario possible. Le deuxième meilleur scénario possible, c'est produit pour Verstappen. Mhm. Ben, de dire, il n'a On va pas se le gagné dire, la oui. course, mais au moins il termine deuxième. Mhm. C'est pas une McLaren qui gagne la course. Donc encore là, Mercedes vient diluer des points. Il termine devant Norris et non Piastri. Donc Piastri est plus loin. Donc, il y a plein de bonnes nouvelles à ça quand même aujourd'hui. Sauf qu'il a travaillé fort, là. Il y a eu ses miroirs, là, ils ont été orange papaye toute la course, là. Fait que ça a été quand même bien fait. Mais si on parle de l'accrochage, là, qu'on en arrive à ça, Mhm. parce que ça va faire une histoire. Piastri est pas content. Ouais. Mhm. Il s'est quand même laissé le droit de réviser avant de vraiment porter trop loin ses commentaires. Sauf qu'il était vraiment pas content à la fin de la course. Il y a aussi le fait qu'on a gagné un championnat du côté de McLaren. Je pense que c'est un gars d'équipe. On le sait, là, il a fait beaucoup de choses pour l'équipe, Oscar Piastri. Mhm. Je vais pas commencer à venir tu sais, emmener mon nuage, là, venir pleuvoir sur ce beau championnat-là. Mais il y a des choses qui vont il y a des portes qui vont se fermer dans les prochains jours, puis il va y avoir des conversations qui risquent de monter, où on risque de réanalyser un peu toute cette règle orange papaye-là. Ce qui m'a fait bien rire, là, Kevin, c'est après l'accrochage. On attend la décision des commissaires, mais t'as McLaren qui dit on va lancer quasiment une enquête à l'interne. Là, ça m'a fait rire de ça. Il y a la règle, il y a les règlements FIA, puis il y a la règle orange Orange papaye, là. Tu papaye. sais, Ouais. j'imaginais là, une équipe orange papaye dans une salle de révision en train de revoir. OK, finalement, on a jugé que c'était correct. Je trouvais ça hallucinant de dire, si vous les laissez courir, la FIA décidera si c'est le règlement ou pas. Le règlement a décidé que c'était correct le contact. On continue de laisser. Ils me font rire des fois avec cette règle-là, qui est vouée Mhm. pour moi à une terrible fin avec une chicane qui va. C'est inévitable qu'il va y avoir de la chicane dans ce dossier-là, même si on pense tout contrôler, ça marchera pas. Ça va casser ça. Bon. Ça Si va ça n'a pas casser, déjà Martin. commencé, ouais. C'est ça. Parce que là, écoute, c'est pas la même histoire, mais c'est quand même deux coéquipiers qui se sont rentrés dedans à Singapour en 2018. On parle de Sergio Pérez et Esteban Ocon, qui Ouais. ont déjà eu un précédent entre eux. Et c'est C'était-tu sensiblement Force la même India ou chose. c'était oui, c'était Force India? C'était pas Racing Point encore parce que sinon il y aurait eu Lance Stroll. Ouais, c'était Force India à ce point-là. Ouais. Et là, ben, c'est Ocon qui avait terminé dans le mur. Et là, je me suis dit, dans les instants qui ont suivi, je me suis dit, si jamais il aurait fallu que Oscar Piastri termine dans le mur, on peut l'aille. Ah, ça aurait On été. peut l'aille que là, ça aurait été la goutte qui ferait déborder le vase. Parce Je qu'il trouve aurait que même pu Norris, revenir sur Lando. C'est ça le oui, pire. Ou en imagine, plus. là, imagine la catastrophe. Lando accroche Max. Carambolage des trois voitures qui se battent pour le championnat, comment ça aurait été incroyable. La chicane, Mm. ça aurait fait zéro pour tout le monde, là, mais quand même, mais comme tu dis, pire des scénarios, juste Piastri qui sort, la chicane. Même là, il y a des choses qui sont. Parce que là, je sais pas ce que Oscar va reprocher à Lando. Est-ce que c'est d'avoir essayé le dépassement? Parce qu'est-ce qu'on en est jusque-là du côté de la Ligue Orange Papa, de dire, ah, si vous essayez un dépassement, il faut que ça soit hyper sécuritaire. Parce que c'est ce qu'on semblait lire là, entre les lignes. Là. Mhm. Que si tu veux essayer quelque chose, il faut que tu sois absolument sûr de ce que tu essaies. Lorsque tu revois l'angle, la prise de décision de Lando Norris de vouloir envoyer sa voiture là est très logique. Là. Il y a un gap, tu dois y aller. Là. Un grand Mhm. Ayrton Senna l'a déjà dit. Oui. Sauf que est-ce qu'il avait le droit de faire ça, Lando? Si on se fie à Oscar Piastri, ça semble que non. Ça semble qu'il n'aurait pas dû avoir le droit d'essayer ça, qu'il y a un problème d'interprétation, puis c'est ce qu'Oscar Piastri semble vouloir se faire réexpliquer. Ensuite, on lui a dit, ben, il y a eu contact avec la voiture, fait qu'il dit, pour pas accrocher la voiture d'un adversaire, il a le droit de rentrer dans son coéquipier. Après ça, c'est venu le temps, plus tard, les arrêts au puits.
On a demandé à Lando Norris, est-ce que tu peux donner la meilleure stratégie à Oscar, puis on va essayer de régler ça. Lando voulait pas. Oscar Mm. peut-être attendait que ça lui revienne de dire, ah ben là, moi, quand je suis en avant, des fois, je fais une exception de donner la meilleure stratégie. Et là, il a vu que ça lui est pas revenu. Puis en plus, on a raté son arrêt au puits après avoir fait un très bon arrêt du côté de Lando Norris. Mm. J'ai l'impression qu'Oscar Piastri, à un certain moment dans la course, il se sentait pas mal seul au monde, là. Dans Ouais. malgré l'écurie, malgré qu'on est en train de faire, d'accomplir de belles choses. Puis il y a la chaleur à ça, la fatigue, des fois un peu de paranoïa qui joue à ça. Mais je comprends, là, que c'était pas une journée facile pour Oscar Piastri, puis qu'il y a bien des questions à répondre dans les prochains jours, là, ou même dans les prochaines heures. Et moi, je me dis, Martin, quand j'ai vu Lando Norris arriver à l'enchaînement 1, 2, 3, Mhm. quand il est arrivé tout de suite derrière Verstappen, je me suis dit, c'est beau, enfin, Norris, il monte du chien, c'est Ben correct, oui, mais est-ce que ça n'a pas été un peu euh, brouillon. mal fait, brouillon, exactement. Est-ce que Mhm. ça n'a pas été un peu brouillon parce que les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves? Et là, on connaît le tempérament des pilotes. Ça, c'est des guerriers, c'est des pilotes dans le feu de l'action, ils ont toutes des réactions parfois disproportionnées. On s'entend, c'est normal, c'est l'adrénaline. Mais si c'était Oscar Piastri qui avait fait ça, Ah, est-ce il que aurait été Lando fâché. Norris n'aurait pas été en beau, s'il vous plaît, Non, il aurait été pour dire fâché. c'est exactement. Hum. Donc là, moi, ce que je me dis, c'est que là, Norris, à ce moment-là, il a vu une porte ouverte, il s'est infiltré, il sait que Piastri, le dernier week-end, ça n'a pas été facile, donc il doit se remettre en selle parce que Norris n'a pas engrangé beaucoup de points sur Piastri à Bakou. Donc là, il se devait de faire en anglais, on dit un statement, un énoncé. Il se devait de faire un énoncé, de dire à Piastri, non, c'est moi qui va réussir à avoir ta position. C'est moi le numéro un. Mais Donc là, Kevin, il a réussi. Oui, vas-y. avec la règle orange papaye, c'est ce que Ouais. ça fait. Mm. C'est autant qu'on dit, ah, on les laisse courir, on laisse tout faire, c'est que ça envoie un message que tu te dois de bien faire dans la qualification. Parce Mhm. que dans la course, tu n'auras pas d'opportunité. Parce que pour faire un dépassement, il faut qu'il soit tellement parfait si tu veux pas Mhm. avoir te faire reprocher quelque chose. Fait que Lando Norris, il avait un sentiment d'urgence de régler ce dépassement-là, probablement avant la fin de la première chicane, parce qu'il n'y avait pas le choix. Sinon, il aurait Mhm. été coincé. Puis c'est la même raison pourquoi Oscar Piastri devait être en beau fusil, parce qu'il savait qu'il n'y aurait probablement aucune autre opportunité de Ouais. dépasser Lando Norris sans faire quelque chose qui va à l'encontre de cette fameuse règle orange papaye-là. Mhm. Moi, je comprends pourquoi Lando a fait ça, puis j'ai l'impression que on va probablement avoir d'autres contacts d'ici la fin de la saison parce qu'au premier virage, on va vouloir régler ça tellement vite. C'est pas évident de dépasser une voiture. Regarde, c'est pas évident de dépasser point à Singapour. C'est encore Mhm. moins évident de dépasser une voiture qui est pareille comme la tienne ou qui a une conception pratiquement identique à la tienne, là. Les réglages toujours différents, mais quand même. Fait que ça, c'est pas évident, là. Il savait, Lando, il se devait de faire ça, là, puis il le fait. Mhm. Puis moi, je peux pas lui reprocher. Est-ce que c'est la Ouais. meilleure façon? Est-ce Mhm. qu'il y avait le contrôle de sa voiture? Non. La question Mhm. que j'ai envie de te demander, OK? Parce que euh, ça, c'est quelque chose qui me dérange aussi. On a, on a des plans en F1, OK? La grosseur d'une voiture, la longueur, la largeur. Euh, si, à la prochaine course, il y a une écurie qui apporte un aileron avec un morceau qui sort de côté, là, comme Lando Norris avait, Mhm. on ne l'acceptera pas. La FIA va pas dire, ah oui, vous pouvez installer ça sur votre voiture. On va dire, ah non, ça, c'est pas réglementaire, puisqu'on doit respecter les largeurs, puis des dimensions, puis un aileron comme ça, c'est illégal, tu peux pas te promener avec ça. Mhm. On laissera pas une écurie apporter un aileron comme ça. Mais on a quand même laissé Lando Norris faire quoi? 61 tours avec un aileron qui serait jamais accepté si on avait pas. Je comprends pas. Si tu peux pas construire un aileron comme ça, pourquoi tu peux laisser une voiture rouler 61 tours avec un aileron tout croche? Il n'y a Tu pas comprends ce que je veux dire? ouais, il y a pas une Haas qui a été disqualifiée, qui a eu un Oui. passage obligatoire. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Non, puis je comprends que c'est pas, il y avait pas de danger que le morceau s'envole. OK, mais elle est pas réglementaire pareil. Même qu'elle Mhm. fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, t'as pas le Exact. droit d'avoir un morceau qui dépasse de ton pneu de côté. C'était même dangereux, là. Il y avait quasiment un outil pour donner des crevaisons aux autres. Je comprends pas Oui. pourquoi que on laisse ça aller, là. Je sais pas. J'ai de la misère à croire que si ça avait été la stack Sauber de Gabriel Bortoletto, qu'on lui aurait pas dit, hey, toi, rentre au puits, viens changer ton aileron. En tout cas, je veux pas faire une grosse histoire avec ça parce qu'on a déjà parlé, j'ai déjà perdu beaucoup de temps là, sur plein de sujets. Mais ça, ce côté-là, ça m'a fatigué de dire pourquoi qu'on laisse aller cet aileron-là qui serait illégal dans n'importe quelle manière, mais que là, 61 tours de Singapour.
avec un morceau qui dépasse, c'est pas grave, on te laisse aller. Ça, c'est beau. Fernando Alonso aussi avait des questions sur des questions semblables aux miennes concernant les systèmes de freinage et ce que tu as le droit de faire quand tes freins ne marchent pas. On va en emmener Ouais. très, très vite. Si tu permets, Kevin, on va prendre un petit peu d'avance dans le classement. Vas-y. Je me Mhm. suis tiré, pardonne-moi. Donc, Russell, oui, on l'a dit, premier, Verstappen, deuxième. Norris termine troisième avec tout ça. Oscar Piastri réussit quand même, malgré une journée pas facile au bureau, puis peut-être une soirée pas facile au bureau. Quatrième de son côté. Cinquième pour le jeune Antonelli, qui a très bien fait encore une fois. On Mhm. va leur dire, là, c'est un très, très bon week-end de sa part. Ouais. Sixième pour Charles Leclerc. Septième pour Fernando Alonso, qui a connu encore les malchances qui s'acharnent sur lui. Il arrive au puits, un arrêt terrible. On dirait qu'Aston Martin trouve toujours un moyen de venir tirer dans le pied de Fernando Alonso pendant un week-end de course où ce que le gars il se débat pour tout donner pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mhm. Finalement, ça n'a pas été facile pour lui. A dû remonter. Ça a donné le droit à la communication la radio la plus drôle de la fin de semaine. Je t'expliquais un matin que j'étais un peu endormi là. Ça m'a donné un beau sourire là. J'ai ri là Mhm. quand l'ingénieur essaie de motiver Fernando Alonso en lui donnant des temps en sortant des pluies après qu'on le sait très bien chez Aston Martin, qu'on s'est planté, qu'on n'a pas fait un bon arrêt au puits. Commence à lui donner des temps, puis tout ça, puis Fernando, il dit, écoute, là, c'était pour me parler comme ça à tous les tours, m'a déconnecté à la radio, là. C'est ça, Mhm. j'ai vraiment, vraiment ri. Mais en tout cas, septième, parce que on a donné une pénalité à Lewis Hamilton après la course, parce qu'il y a eu conduite erratique de sa part. C'est même pas pour ça qu'on l'a pénalisé, on l'a pénalisé simplement parce qu'il a dépassé les limites de la piste. Ouais. Fernando était vraiment pas content. On dit, conduire une voiture sans frein, est-ce que c'est pas dangereux? C'est une bonne question, celle-là, là, aussi, là, j'ai trouvé Mhm. de sa part, là. Inspecteur Fernando, qui a réussi. Écoute, Martin, c'est bataille. Quand on dit l'expérience d'un pilote, tout le savoir technique, Mhm. la prise de position en entrée, en sortie de virage, sa bataille avec Isaac Hadjar, quand il termine l'enchaînement des virages un 2 Ah, trois, c'était fou, ça. la dérobade Ah de oui. l'arrière pour Puis après ça, réussir. je suis l'héros du jour. Ouais, c'est ça, je suis l'héros du jour. Ben, c'est du typique Fernando Alonso, là. Ah, On connaît c'est le personnage aussi, mais écoute, il nous a donné un très, très bon spectacle, comme il peut avoir l'habitude de nous le donner pour le grand Fernando. Ouais, c'est ça. Fait que, heureusement, à la fin, il méritait cette septième place-là. Et finalement, Mhm. Hamilton, on lui a donné une pénalité qui lui fait pas trop mal. Là, ça le fait descendre en huitième. Je pense qu'on aurait pu peut-être aller plus loin avec un 10 secondes, mais on a décidé d'aller pas dans le erratique. On a seulement été dans le fait qu'il a dépassé les limites de la piste, même si on lui avait donné un avertissement avant ça. Euh, les Aston ont été drôles aujourd'hui. J'ai aimé aussi euh, Lance Stroll qui dit à son ingénieur, l'ingénieur il dit, le gars en arrière de toi, je ne me rappelle pas c'était qui, mais a tant de tours sur ses pneus, tu sais, pour essayer de le motiver aussi. Ah, plus de 20 tours sur ses pneus. Il dit, je m'en fous, moi j'en ai 100 sur mes pneus. Moi, c'est 100 tours que Ouais. je fais. Parce qu'on attendait, hein. Ça, c'est la stratégie, là, à Singapour. Mhm. T'en as une partie qui contrôle leur pneumatique. T'en as une autre partie qui essaye d'attendre la voiture de sécurité qui ne vient plus, là. Dans le temps, ça fonctionnait, mais depuis 2 ans, ça fonctionne plus. C'est un peu ça qu'on tentait du côté de Stroll. Je continue avec le classement rapidement Mhm. de mon côté, Kevin, si tu le veux bien. Alonso, je le disais, Hamilton termine huitième. On a inversé les positions. Oliver Behrman, neuvième. Très belle performance, hein. Ouais. Il passe souvent sous le silence, je trouve. Écoute, Ocon connaît une fin de semaine difficile. Behrman est là quand même pour son écurie. C'est une Mhm. recrue comme les autres. C'est le fun en qualif, mais de le faire dans la course aussi, de réussir à survivre puis de placer Naz en neuvième place, c'est un très bel exploit. Carlos Sainz dans la ligne des belles exploits. Tu pars, tu te fais disqualifier, tu réussis à remonter dixième. Je trouve que ça montre aussi à quel point que Williams, euh, à cause qu'on n'est pas à notre affaire, ben ça a coûté cher parce que c'est probablement un week-end où on aurait pu être devant peut-être la voiture de Berman, d'être devant Ouais. la Aston Martin d'Alonso. Tu sais. Compétitionner les Ferrari comme on le fait à certains moments cette année. Donc Williams, là, vraiment, je pense que le résultat de Sainz aujourd'hui il passe le message de dire concentrez-vous, soyez à votre affaire parce que ça coûte cher. On a une voiture qui peut nous Mhm. donner des belles opportunités à certains endroits. Hadjar, 11e, 12e pour Tsunoda. Quand on parle de Tsunoda, on n'en parlera pas, on n'a pas le temps parce que de toute façon, vous comprenez où ce qu'on va en venir, ça va pas. 13e pour Stroll, 14e pour Albon, 15e pour Lawson, 16e pour Franco Colapinto, 17e pour Bortoleto, 18e pour Ocon, 19e pour Gasly et 20e pour Hülkenberg qui a eu un tête à queue provoqué par une réaction suite à un mouvement
de Franco Colapinto. Donc, il a réagi un peu là, à ça, puis finalement, ça a donné ce que ça a donné. Il s'en est bien sorti quand même, Hülkenberg, parce qu'il aurait pu Mhm. aller frapper dans la clôture. Ça aurait peut-être été la voiture de sécurité qu'on avait besoin pour booster le spectacle. Ah, Ouais, ben hein, oui. c'est ça, je pense qu'il y en avait des gens qui ont eu cette réaction-là. Fait, ah! Finalement, il Ah, repart, tout est beau. Ouais, peut-être qu'on était rendu à souhaiter quelque chose. Pas de malheur à personne, puis pas de mhm. blessure, bien sûr, mais on était peut-être rendu à un moment où on avait besoin de quelque chose. Ben c'est ça. Ça a été une autre édition du Grand Prix de Singapour. Pour les gens qui ont aimé ça, ben vous allez être servis l'année prochaine. On en a deux qui nous attendent avec une course sprint puis un Grand Prix. Pour le reste, ben on a quand même eu des champions constructeurs, ça c'est le fun. On a eu un autre peut-être un épisode qui va mousser le reste de la fin de la saison entre Oscar et Lando sur cet accrochage-là. On n'a pas fini d'en parler. On a Max Verstappen qui est toujours dans la course. On a Red Bull qui revient sur Ferrari. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. On a Mercedes qui commence à être un peu plus confortable au deuxième rang. Donc, il y a Mhm. plein de choses qui se sont produites à cause de ce Grand Prix-là en fin de semaine. Donc, c'est ça. Dans l'ensemble, as-tu d'autres choses à ajouter, toi, sur ce qu'on a vécu au cours des dernières heures? Écoute, Martin, je te dirais que ça a été probablement un des grands prix de Singapour auquel j'ai eu malheureusement le moins d'intérêt. Auparavant, j'appréhendais ce Grand Prix-là parce qu'on avait beaucoup de voitures de Ah, sécurité, c'est mais parce que c'est là, vrai, t'as un ami négatif là, qui pollue tes idées positives. Là. non, mais on avait à l'époque, on avait beaucoup d'accrochages, de voitures qui pouvaient faire des erreurs et tout, qui se ramassaient dans le mur. Comme on dit, on ne souhaite pas de malheur à personne et tout. Mais ça pouvait pimenter. C'est un circuit qui pouvait donner des courses à rebondissement. Mais là, cette année, ça n'a pas été le Grand Prix de l'année, comme on va Non, dire. ça n'a pas été le Grand Prix de l'année. Puis c'est très rare hein, que les auditeurs le savent, là, c'est très très rare qu'on critique un Grand Prix ou quoi que ce soit. On trouve toujours. Tu sais, j'ai quand même eu du plaisir aujourd'hui, puis c'est ça l'important. Mhm. C'est ça l'important, Mhm. sauf que c'est sûr qu'il y a des choses à travailler. Tant qu'on continue à chercher à améliorer du côté de la FIA, je trouve ça intéressant, mais je pense que l'idée, là, c'est d'aller vers deux arrêts obligatoires. De ton côté, le pilote des cœurs, on a décidé que c'était Fernando Alonso. Ça a été unanime, Mhm. hein, on sait pas, on s'est pas Ouais. obstiné longtemps. Fernando Alonso était pilote des cœurs. On aurait pu le donner à Oliver Berman aussi, mais à cause qu'Aston Martin lui a tiré dans le pied, a réussi à remonter. Il a vécu bien des choses. Quand même 44 ans dans un sauna aujourd'hui à se battre contre des jeunes. Disons, un chapeau à Fernando Alonso, donc pilote des cœurs. Et ton pilote du jour, ça a été. Écoute, George Russell, pour moi, a fait tout à la perfection. Donc, à tout seigneur, tout honneur, moi, je donne mon vote pour le pilote du jour. J'ai le même choix que toi, donc on est plate. Hein. Moi, j'ai George Russell aussi. J'ai trouvé que ça a été un sans faute de sa part. Ouais. Ça a l'air plus il a fait en sorte que ça a eu l'air facile, puis c'est ce que les grands sont capables de faire dans des grandes performances, mais c'est pas facile ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça Mhm. demande énormément de concentration. Et pour les gens qui veulent se prononcer aussi à tous les jours, à tous les épisodes comme ça, on a un sondage et ça vous laisse vous prononcer sur le pilote du jour. Donc, vous pouvez aussi choisir qui a été votre pilote du jour à Singapour. Il faut aussi vous prononcer sur la question de vendredi si vous voulez voir Christian Horner revenir en Formule 1. Kevin Fontaine, je te remercie d'avoir été là. Ça a été encore une fois un plaisir et je te souhaite une excellente semaine. Un grand plaisir, Martin. Merci beaucoup. C'est ce qui complète notre épisode du lundi 6 octobre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram, mais aussi à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.